Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro. On est parti pour voir 7 astuces aujourd'hui d'un joueur de poker du top 1%. Simplement, c'est quoi un joueur du top 1%? C'est déjà important de le dire, c'est un joueur professionnel. Très clairement, le 1% des joueurs de poker, le top 1%, hein, vraiment, c'est vraiment tous ceux qui sont pros, on va dire, qui gagnent au moins un SMIC et surtout qui se déclarent. En fait, moi, c'est comme ça que je le considère. On me pose tout le temps la question, c'est à partir de quand que tu es professionnel? Souvent, je considère que déjà, c'est ton activité principale et que tu te déclares. Donc, à partir de là, tu arrives dans les joueurs professionnels selon moi. Et donc, je vais essayer de vous donner 7 astuces que j'ai eues et conseils justement que j'ai appris, qui me semblent importants à avoir et que j'aurais aimé avoir plus tôt en tant que joueur plus débutant, donc, ou joueur, comment on va dire, qui est en phase de progression. J'aime bien dire cette chose-là parce que être débutant, c'est quelque chose, mais être en phase de progression, c'est autre chose selon moi. Et c'est vraiment important. Donc, je vais essayer de vous donner justement quelques astuces. On est parti pour la première. Ne joue pas en high stakes. Ça peut être basique, mais les 10, les 20, les 50, les 100, c'est vraiment des limites où il n'y a que des joueurs professionnels. Justement, je le sais, hein, maintenant, je me rends compte, tu n'as pas de joueurs un petit peu moyens qui gagnent un petit peu, mais pas trop, qui ont un peu de réussite. Non, ça n'existe pas. Tu as les joueurs professionnels et tu as les autres, entre guillemets, ceux qui perdent de l'argent. Donc, tu n'as clairement aucune chance de les battre. Simplement pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui passent leur journée à jouer poker, qui vivent poker. Toi, tu vas au taf, tu as ta journée, tu rentres du taf tranquillement. Des fois, tu lances un spin dans le métro ou quoi. Ben, tu vas contre des joueurs qui, eux, sont là du matin au soir pour gagner leur vie au poker. Qui, du matin au soir, une fois qu'ils ont fini leur session, parlent poker avec d'autres personnes, bossent leur jeu et passent enfin à autre chose pour finir leur soirée, comme toi quand tu rentres du taf. Mais c'est vraiment important de comprendre que tu n'es pas contre comment un autre mec qui va juste être là pour s'amuser, qui est un peu moins bon que toi. Tu vas en avoir, hein, des joueurs récréatifs aussi qui vont arriver. Mais tu vas jouer contre des joueurs récréatifs et des pros. Donc évidemment, les pros finissent toujours par gagner, pas les récréatifs. Donc ça vaut pas le coup et je sais que certaines personnes aiment faire ça parce que soit ils ont perdu déjà beaucoup et donc ils veulent refaire, comment se refaire. Déjà, première chose, si tu es dans cette situation-là où c'est vraiment à l'extrême et tu perds trop d'argent, fais attention à toi, regarde le lien, le numéro pardon, dans la description. Il y a un numéro de téléphone à appeler, évidemment, si tu as des problèmes avec les jeux d'argent. C'est vachement important pour le coup. C'est un truc que j'essaye de dire de plus en plus. C'est vrai que ce n'est pas instinctif pour moi parce que je prône vraiment le fait de travailler son jeu et pas jouer des grandes sommes et des sommes qu'on ne maîtrise pas et vraiment avoir une gestion sérieuse de sa bankroll. Donc juste on met 50 euros et on est sérieux de A à Z parce qu'on progresse et on a une démarche intelligente, mais ça n'empêche que les personnes sont peut-être addictes, etc. et voient ce genre de vidéos quand même. Donc les gars, vraiment, j'y tiens, faites attention à vous là-dessus. Mais du coup, pour les autres, sinon, tu as aussi les personnes qui gagnent bien leur vie. Hein, évidemment, si tu gagnes, j'en sais rien, 3 000, 4 000 euros par mois, c'est vrai que c'est assez difficile de se dire, bon, je vais jouer des spins à 25 centimes et 1 euro. Mais l'argument que j'utilise tout le temps et qui est vraiment important, c'est que dans tous les cas, bah, tu n'auras pas une somme qui va changer ta vie. Si tu gagnes 3 000 4 000 euros, on est d'accord que gagner encore 3 000 euros de plus, même si voilà, le cas 3 4 000 euros, ça ne va rien changer à ta vie. Honnêtement, comment pour le vivre, entre guillemets, je sais que même si demain tu m'offres 10 000 euros, ça ne va rien changer à ma vie. Évidemment, je serai content mais ça ne va rien changer à ma vie. Alors, dans tous les cas, ça sert à quoi d'essayer de prendre des risques à jouer des spins à 100 euros, 200 euros, alors que c'est des sommes que même si tu gagnes un jackpot sur ces sommes-là, ça ne va pas changer ta vie. Et bien, vu que ça ne va pas changer ta vie, ça ne sert à rien que tu ailles dans ces limites-là où tu espères faire un braquage sur 2 spins. Ben non, parce qu'en réalité, tu vas jouer, tu vas gagner un petit peu, puis tu vas tout reperdre. Ok, ça va se passer quasiment tout le temps comme ça, ou des fois tu vas tout perdre dès le début, ou des fois ça va un peu mieux se passer, tu vas cash out, mais tu vas continuer sur cette dynamique-là, et 3 jours après tu vas tout perdre. Donc franchement, ne pars pas sur ces limites-là, essaye de jouer sérieusement en basse limite, tu préfères quelqu'un qui gagne 10 centimes de l'heure plutôt que quelqu'un qui en perd 100 à la minute. Donc vraiment, c'est important d'avoir cette réflexion-là, et on n'oublie pas, soit tu progresses, donc en basse limite, soit tu vas en haute limite et tu perds. Ça c'est vraiment la logique de base, mais c'est comme ça. Ensuite, un conseil plus logique, un truc que vraiment pas beaucoup de personnes font, et je pense que j'aurais aimé le savoir plus tôt parce que je l'ai beaucoup fait, etc., c'est de vouloir tout le temps trap. Et ça, il faut pas. Il faut vraiment pas trap. Essaye d'être vraiment simple quand tu joues. Tu verras, si tu veux progresser, une des choses que tu vas apprendre, c'est vraiment si tu joues simplement, ça va mieux se passer que si tu essayes de trouver des lines complexes. Et bien, ça va passer par là quand tu essayes de trap, tu sais, tu es tout le temps là en train de te dire comment je vais essayer de choper le maximum s'il a rien, mais s'il me check raise, du coup, je vais pouvoir peut-être lui prendre plus, etc. Bon, c'est des lines où tu ne comprends même pas ce que tu dis, ce qu'on ne se comprend même pas. Alors que la vérité, c'est si tu as As-10 par exemple et le board est As-7-2-10, ok, bah, au flop tu mises, la turn tu mises et certainement en river tu vas miser. C'est aussi simple que ça ne sert à rien de se partir vraiment, comme je t'ai dit, dans des lines de fou. Non, joue simple, ne trappe pas, tu verras que c'est comme ça que tu auras des résultats. Parce que vu que tes adversaires ne misent pas leur tirage en plus, là s'il a 4 et 5, peut-être il va te call au flop. Mais par contre, il ne misera jamais. Tu vois. Et donc, du coup, c'est dommage parce qu'à 4 et 5, tu vas le laisser toucher. Il va toucher son 3, donc sa straight. Et là, tu vas tout perdre. Et là, tu vas te dire, oh, mais non, mais c'est terrible, j'ai pas de chance, j'avais double paire, il avait que quelques pourcents de chance de gagner, et il a touché. Oui, mais bon, tu n'as pas pris, t'as pas pris ta value, donc dans tous les cas, tu l'as laissé toucher gratuitement. Donc oui, si ça lui coûte zéro, il ne fait pas une erreur de checker. Donc c'est vraiment super important.
pour toi de ne pas trap, ce n'est pas une bonne idée globalement. Ok. Ensuite, un autre conseil important, c'est la taille du pot est plus importante que la mise adverse. Pourquoi? Parce que souvent, les joueurs ont tendance à regarder uniquement le bet de leur adversaire en se disant bon, il a misé 3, il doit être confiant avec sa main. Ok, bon, mais s'il a misé 3 dans 2, c'est gros. S'il a misé 3 dans 25, c'est pas grand-chose. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Je t'ai mis un exemple. Tu as As-10, encore une fois, sur le même spot pour que ça soit simple. As-7-2. Ok, ton adversaire décide de donc bet 1 dans 6. En réalité, 1 dans 6, c'est pas grand-chose. Ok, donc il faut vraiment pas se dire bon, bah, je vais raise comme d'habitude 2,5 ou 3. Non, on va raise 6 ou 7 blindes, à peu près pot. Parce qu'on a envie de raise assez cher vu qu'on a une bonne main. Que si on lui dit à notre adversaire, bon, bah là, on va faire 2,5. Bon, bah d'accord, maintenant, lui, ton adversaire, lui, il peut call, il a juste 1,5 à rajouter pour gagner, on va dire, une douzaine de blindes. Donc, en fait, il a besoin de 10% d'équité, 10-15% d'équité pour pouvoir te call. Et s'il a un 7, un 2, comment 2 piques ou comment 4 et 5, il peut presque payer sans faire de grosses erreurs. Et donc, c'est là que tu aurais fait une erreur de ne pas value assez cher. Par contre, s'il call avec un 7 ou il fold un 7, dans tous les deux cas, c'est une grosse erreur de sa part. Donc, fais-lui faire des erreurs, relance assez cher et à la hauteur de la taille du pot surtout. C'est ça qui est important de considérer, d'être considéré du moins. Ok. Ensuite, ça va être d'accepter les bad beats parce que ça, évidemment, sur le papier, tu le sais, qu'il faut arrêter de tilter, etc. Bon, c'est un basique, mais c'est important. Mais je vais essayer de te faire relativiser là-dessus parce que c'est quand même très, très important. Qu'est-ce qui est le plus improbable selon toi? Un jour de pluie à Nice ou perdre roi 10 contre roi dame. Ok, tu as roi dame, tu perds contre roi 10. Qu'est-ce qui est le plus improbable? Ok, eh ben, c'est un jour de pluie à Nice. Pourtant, ça n'empêche que quand ça se passe comme ça, je te le dis parce que du coup j'habitais du moins à Nice pendant 3 ans, donc je le sais. Pour le coup, on ne va pas s'énerver, tu t'en doutes. On ne va pas s'énerver quand il pleut. On se dit que voilà, il faut ça de temps en temps. Pour certains, c'est bien d'ailleurs, pour des agriculteurs, etc., ils seront contents. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Tu ne vas pas faire beau tous les jours, c'est normal. Même si c'est rare, ok, de temps en temps, il pleut. Et au poker, c'est pareil. Ok, t'as roi dame contre roi 10, évidemment, c'est chiant de perdre. C'est comme quand il pleut. Oui, c'est chiant sur le papier. C'est pas cool. C'est pas un truc que tu voulais, évidemment. Mais ça n'empêche que ça doit arriver. Tu le sais que ça va arriver. Tu ne vas pas faire semblant. Et le problème, c'est qu'au poker, beaucoup de personnes partent du principe que vu qu'ils sont partis devant, ils doivent systématiquement gagner. Non, la réalité, c'est pas ça. C'est que oui, tu vas gagner plus souvent, mais oui, tu vas en perdre beaucoup. Il faut vraiment l'accepter. Et aussi un truc pour l'accepter qui est vachement important, c'est de se dire qu'une des meilleures formations mentales que tu peux avoir, c'est justement le fait de perdre beaucoup à cause des bad beats. Pourquoi? Parce que tu vas forger ton mental de ces moments-là. Évidemment, celui qui fait tout que de gagner et qui gagne 1000 euros alors qu'il n'a pas le niveau et tout se passe bien, juste il fait taper n'importe quoi, tout se passe bien, il run comme un fou. Bon, lui, c'est évidemment que mentalement, c'est super facile. Par contre, celui qui a du mal parce que il joue bien, il bosse, mais par contre, évidemment, il n'a pas le run qui suit, et là pour lui le mental c'est sa meilleure formation mentale parce qu'il va apprendre à se connaître, à savoir quand il tilt, savoir comment calmer son tilt, il va prendre de l'expérience, etc. Et moi, quand j'ai eu le plus grand bad beat qui a duré environ 5000 spins, donc un mois et une semaine de mon côté, donc c'est pas forcément un énorme, c'est pas un énorme bad run, pardon j'ai dit bad beat je crois, mais c'est pas un énorme bad run parce que au début j'ai perdu 50 buy-in, je les ai rattrapés, mais c'est juste que j'ai été break-even pendant 5500 games, ce qui est juste énorme, entre 5000 et 5500, j'ai pas le chiffre en tête précis. Mais tu vois, cette période-là, pour moi, elle était horrible, évidemment. Surtout, je me rappelle, à partir du 20e jour, ça commençait à devenir vraiment, vraiment difficile. Pas pour des questions d'argent, parce que comme je te dis, je ne perdais pas d'argent, puis je n'avais pas besoin d'argent pour vivre, malgré que j'étais pro, j'avais largement de quoi vivre, mais juste, c'était frustrant, évidemment. Et donc, c'est là que j'ai progressé. Et tous les bad runs suivants ont été beaucoup plus faciles que celui-là, parce que dans celui-ci, j'ai tellement eu du mal, ça m'a permis de relativiser dans les prochains. Donc ça, c'est important. Prends-le un peu comme une chance quand tu perds, parce que c'est là que tu vas te forger mentalement et que tu vas progresser. C'est super important. Ensuite, la gestion de bankroll. Déjà, prenez en compte que ce n'est pas super important parce que, comme j'ai déjà dit, les gens qui se broquent ont souvent pas le niveau ou tilt. Okay, donc, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez avoir de super résultats. Ce n'est pas parce que vous avez 150 buy-in que ça y est, ça va être magique et tout va bien se passer. Non, c'est juste qu'une fois que vous avez la bankroll, il faut être sérieux et avoir le niveau. C'est important parce que si vous n'avez pas un bon niveau, vous pouvez avoir, je sais pas 10 000 buy-in, vous allez finir par les perdre. Okay, et si vous tiltez, pareil, vous allez jouer des plus hautes limites et tout perdre. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un bon mental, un bon niveau et une bonne bankroll, évidemment, parce que la bankroll doit suivre à ce niveau-là. Okay, donc commencez par une base de 150 buy-in, vous allez voir, quasiment tout le monde, ça va bien se passer. Et surtout, soyez prêts à monter et à descendre de limites. Imaginez, même si 150, normalement, c'est large pour tout le monde. Mais pour certains, des fois, ils ne vont pas avoir de chance. S'il y a 1000 personnes qui regardent cette vidéo, il y en a bien un qui va perdre presque 160 buy-in, je pense, ou 170 buy-in par malchance. Il y en a bien un, ça lui arrivera cette année. Okay, mais juste par malchance. Et du coup, pour cette personne-là, c'est pas si grave s'il est prêt à changer de limite. S'il voit qu'il a perdu 50 buy-in, il passe dans la limite inférieure. Même s'il repère 50 buy-in dans la limite inférieure et redescend,
et ben là, il a largement, après un moment, la variance s'arrête. Hein, c'est normal, elle s'arrête d'être négative contre toi. Et donc, ça finira par remonter. Donc, si tu es prêt à moduler ta bankroll et tu n'es pas là, tu n'es pas fixe à une limite, ça finira que par bien se passer. Donc, c'est important, la gestion de bankroll, ce n'est pas que combien de buy-in tu as au départ, mais c'est à quel point tu es capable de moduler entre les limites. Tu as plus de bankroll, bah, tu essayes peut-être de faire des shots en limite supérieure, et si ça se passe mal, bah, tu redescends. Il faut vraiment être prêt à être assez libre sur ces montées de limites et ces descentes de limites. Ça, c'est important. Ensuite, ça va être choisir son nombre de tables. Je t'ai mis des conseils pour pouvoir trouver ton nombre de tables, comme ça tu ressors de cette vidéo, tu sais combien de tables tu dois jouer. Parce que c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop. Si tu es débutant complet, tu viens de débuter, quand je dis débuter, c'est débuter ta progression. Parce que débuter, tu as beau jouer depuis 10 ans, c'est pas pour ça qu'il faut jouer plein de tables. Si tu es débutant complet, genre tu maîtrises pas trop tes stratégies, etc., une table, c'est parfait. Si deux tables, si tu joues depuis quelques temps et tu sens que tu es à l'aise, tu commences à connaître des stratégies, tu vois que tu es légèrement gagnant, tu joues bien, tu es à l'aise sur plusieurs tables et tu vois que tu peux dérouler un peu ta stratégie sur deux tables sans être perdu. C'est deux tables. Trois tables, si tu es déjà gagnant en 2 euros, il faut au minimum être gagnant en 2 euros, sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Vaut mieux continuer à progresser jusqu'à temps d'être gagnant en 2 euros. Bah là, si tu es gagnant en 2 euros sur deux tables, pourquoi pas passer sur 3? Tu essayes de t'exercer, de monter ton nombre de tables. Souvent, le passage de 2 à 3 tables se passe quand même relativement bien, donc tu peux y aller. Par contre, 4 tables, c'est qu'à partir du moment où tu crushes les 5 euros. Je t'encourage vraiment pas à multitable en 1 ou en 2 euros, parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à monter de limite plutôt que d'apprendre à multitabler en basse limite. Donc voilà, une fois que tu es en 5 et que tu crushes et que tu es vraiment à l'aise avec ta stratégie, tu la connais vraiment par cœur, toutes les bases, etc., tu connais tout ça par cœur et que tu t'es vraiment formé, bon, là, passe sur 4 tables, ça devient le bon moment la plupart du temps. Évidemment, ça dépend de chaque personne quand même, c'est pas une règle qui est parfaite, mais souvent, c'est un peu les timings, à quel moment je vous conseille de monter de limite ou des fois de monter le nombre de tables. C'est super important. Ensuite, c'est important ça, sizing préflop ne doit pas être égal à la force de ta main. Ça, c'est pas forcément une erreur que j'ai trop fait, mais c'est une erreur que je vois beaucoup trop. Vraiment, c'est important de jamais le faire parce qu'un joueur régulier va le comprendre. Si tu décides de faire 3x quand tu as des as et 2x quand tu n'as rien, ou quand tu as une main moyenne, un régulier, t'inquiète pas, qu'en une minute, il va le comprendre. Parce que le problème, c'est quoi? C'est quand tu fais 3x, du coup, il va fold de plus, donc tu vas jouer moins post-flop. Et puis, les mains avec lesquelles il aurait fait tapis, je te prends par exemple, je sais pas, à suite-suité, peut-être il aurait fait tapis. Bah là, il ne va pas faire tapis parce qu'il sait que souvent, tu as les as, les rois, les dames, il n'a pas envie de partir à tapis quand tu fais une main aussi forte. Donc, c'est vraiment super important parce que même si de temps en temps, tu te fais call, bah, tu te retrouves certes dans un pot un peu plus gros, mais contre des mains qui peuvent te mettre des setups, 7 et 8 suités, etc., qui perdront pas grand-chose contre toi la plupart du temps et qui aussi, bah, du coup, sont prêtes à essayer de te prendre tout ton stack et savent que tu as exactement un Sas, Roi, Roi, Dame, Dame. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Et n'essaye pas d'open 3x tes pires mains en mode bon, bah, comment je vais aller dans le sens contraire et il va penser que j'ai les As, les Rois, etc. Si déjà il voit que 3 mains de suite tu fais 3x, il va déjà avoir bien compris que c'est pas tout le temps les As, les Rois, les Dames parce que c'est quasiment improbable que tu aies 3 fois de suite les As, les Rois, les Dames. Donc, ça, c'est le premier truc. Puis, deuxième truc, bon, bah, il suffit de voir un showdown pour comprendre que tu fais n'importe quoi et donc, du coup, tu vas faire encore plus d'erreurs. Donc, je t'encourage vraiment pas à faire ça. De ton côté, si tu as l'ambition de faire exploser ta bankroll, parce que si tu es vraiment là pour progresser, c'est ton objectif, j'imagine, dans les prochains mois, de faire exploser cette bankroll et d'atteindre des paliers que tu n'as pas encore atteints et vraiment de faire un vrai complément de revenu minimum, voire un salaire avec le poker, je te conseille d'aller sur spinpro.philout.com/appel. C'est un petit quiz vraiment qui dure 15 secondes où tu vas voir si tu es éligible à un coaching de 30 minutes avec moi. Je précise, tous les calls sont avec moi pour que tu puisses justement me poser tes questions et pouvoir voir si on peut bosser ensemble et si je peux t'accompagner à atteindre tes objectifs et faire exploser ta bankroll. Donc, je te laisse aller checker ça. C'est le premier lien de la description si tu as besoin. Et de mon côté, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like et t'abonner si tu veux plus de vidéos conseils et pour soutenir un peu la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je te dis à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Lucas.